Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce jeudi. Alors que le CEP annonce l'ouverture de plusieurs centres d'enregistrement des électeurs à travers le pays, les inscriptions peinent à accélérer. Des organisations de jeunes appellent le Conseil électoral provisoire à mieux informer les jeunes afin de favoriser leur participation au processus électoral. Le Conseil électoral et le ministère des Affaires étrangères et des cultes poursuivent les préparatifs en vue de permettre aux Haïtiens de la diaspora de participer aux prochaines élections. Un projet pilote pourrait concerner 3 pays, tandis que les autorités poursuivent leurs consultations avec les délégations religieuses à travers le pays. Également en titre, la violence armée continue d'aggraver la situation humanitaire en Haïti au mois de juillet, particulièrement dans l'Ouest et l'Artibonite. Selon un rapport de l'OIM publié ce 13 août, près de 1,47 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, alors que l'accès humanitaire reste difficile dans plusieurs zones. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Alors que le CEP annonce l'ouverture de plusieurs centres d'enregistrement des électeurs à travers le pays, les inscriptions peinent à accélérer. Si certains acteurs restent encore partagés quant à la tenue des élections, des structures de jeunes appellent le Conseil électoral provisoire à mieux vulgariser le processus afin d'inciter les jeunes à s'y impliquer pleinement. Maître François Jean, coordonnateur de projet au sein de l'organisation Causez Géniaux, est avec nous sur le plateau de Métro News ce soir pour en parler. Maître Jean-François, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Métro News ce soir. Bonsoir Rose-Berline, bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors vous êtes le représentant d'une structure de jeunesse Causez Géniaux et nous allons justement prendre la position de la jeunesse par rapport au processus électoral. Vous aviez organisé récemment votre 8e édition d'une causerie qui, justement, a abordé cette question. Quelle est votre lecture par rapport au processus électoral ? D'abord, merci pour l'invitation et merci aussi d'avoir me donné cette opportunité de parler de la position de la jeunesse et surtout par rapport à ce processus électoral. D'entre Dieu, je dois vous dire que c'est normal, on attendait ce moment. Ça fait très longtemps parce que les dernières élections en Haïti, c'était en 2016. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Donc, il y a 10 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore connu et ce processus électoral. Et nous, à Causez Géniaux, et surtout la jeunesse haïtienne, veut le rétablissement des institutions démocratiques. Nous voulons aussi le retour à l'ordre institutionnel en Haïti. Donc, les élections pour nous, c'est très bien. Mais peut-être on va voir le comment, mais pour l'instant, les élections, donc c'est déjà très bien. Donc, on est dans ce processus. C'est pour cela, dans le cadre de cette 8e causerie, on avait pour thème sécurité et élections. Parce qu'on voulait mettre l'accent sur les élections et aussi la sécurité parce que les deux marchent de pair et surtout aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler des élections sans parler de la sécurité. Alors, vous nous avez dit qu'en tant que jeunes, nous, pour organisation élection dans le pays, mais qu'on y a là, dans le contexte actuel, d'ailleurs, vous sautez évoqué, nous connaissons la situation sécuritaire là, qui j'en sais. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de structure de jeunesse, à Causez Géniaux, est-ce que nous pensons que premier tour élection va réaliser 13 décembre 2026? Bon là, il faut être réaliste parce que nous-mêmes, ça nous pas voulu faire, nous pas voulu entrer dans une démarche côté que nous avons dit élection pas possible pour qu'on y a parce que et si nous rappelons bien depuis après le mot président était gagné une transition qui était là pour organiser l'élection et jusqu'à présent et nous sommes sur la 3e transition que élection pour que j'en fait nous pas qu'à une perpétuelle transition donc il faut que nous ayons les élections cependant si nous avons essayé réaliste pour le 13 décembre bon on peut dire que c'est quasiment impossible parce que gagner une innovation yo venir avec décret électoral là c'est que yo tient à ce que pour yo mettre à jour registre électoral là ça c'est bien parce que avant ça tu gagné un paquet de gaspillage que l'état a fait dans dépenser
et pour un paquet de monde vraiment, soit qui déjà mouru ou du moins qui quitte le pays, ça c'est bien. Cependant, le processus est enclenché pour faire renouvellement, ça prend trop de temps. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons dit que par rapport à la quantité et électeurs que nous avons supposé gagner et les gens qui inscrits déjà, nous avons dit que le processus dans l'île là et nous ne croyons que si nous prenons seulement pour aspect ça et nous avons arrivé pour mettre élection. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que l'aspect sécuritaire aussi. Et parce que je dis, l'élection doit être faite sous 10 départements géographiques pays et même dans la diaspora, mais si nous regardons dans la réalité, surtout la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et 80% là-dedans qui est occupé par les gangs et selon un rapport ONU. Et il y a l'autre département encore qui est bloqué encore Artibonite. Et est-ce que il y a habitant débloqué pour élection? Donc, et surtout, et moi, t'attendais, et il y en a un représentant du conseil électoral là qui commence à avancer, mais jusqu'à présent, on est très très loin. Et pour nous gagner un électorat vraiment qui est inscrit et pour nouvelles élections. Bon, là encore, il y a l'autre aspect, il y a un aspect politique. Et jusqu'à présent, il y a un calendrier qui est sorti parce que le processus électoral là, il y a trois phases d'adon. Il y a avant, pendant et après. Maintenant, nous sommes en période avant les élections, jusqu'à présent, et toute disposition qui t'a supposé prendre, surtout les bureaux de vote. Nous pas gagné un rapport, par exemple, actuellement, la Cour travaille et sur une enquête côté que nous avons essayé, et tout centre de vote, est-ce que est opérationnel? Jusqu'à présent, l'équipe nous qui dans le département, yo dit que c'est seulement chef-lieu qui gagne quelques mouvements qu'a fait. Mais mis à part de ça, on est très très loin. C'est que bon, moi, je pense que pour qu'il y ait un prolongement de date là, mais nous devons toujours mettre en tête que faut que l'élection soit faite. Donc, on parlait de date pour l'élection ta faite, donc exactement. Même les plus possibles pour l'élection pas faite année 1. Exactement. Et le cas fait approximativement pour nous au niveau de Causegenio. Bon, ce qu'on aimerait, parce que ce qu'on aimerait, c'est que nous avons supposé gagner un président élu et qui montait surtout avec une date historique, nous, en 7 février 2027, ça qui est difficile pour nous, ça que tout le monde a voulu. Mais est-ce que nous avons dit une date techniquement? Nous ne pouvons pas parler de date. Mais sauf que l'idée et pour l'organisation des élections que nous la donnons, c'est ça nous voulons. J'entends nous dire que sécurité à l'élection et à l'élection, je ne sais pas qu'attendre, c'est que nous pas qu'attendre l'élection, c'est que moi-même jusqu'à présent, moi beaucoup voter, je ne pas voter tout. Non. Et que nous pas trop qu'à voter l'autre élection et qu'on y a là que et il y a des jeunes qui veulent candidats et parce que il y a des jeunes qui plus intéressés avec questions politiques, c'est que et c'est un droit que nous gagnons et dans l'article 17 Constitution qui est pour nous voter, pour nous porter et pour nous porter nos candidats, c'est que nous voulons l'élection, mais les conditions que faut qu'ils réunissent et j'en ai toujours dit depuis en 2024, nous avons fait un plaidoyer pour ça, nous avons demandé pour une nouvelle constitution sécurité avec les élection pour qu'on ait sinon et c'est plus réaliste nous pour question nouvelle constitution d'ailleurs qui mettre là à côté mais là nous était focus sur question sécurité avec élection. Tout à l'heure vous soulevez un point qui est assez essentiel parlant de jeunes qui intéressaient plus avec politique, jeunes qui voulaient présenter aux prochaines élections. Est-ce que ça t'avait dit au niveau de Causegenio, nous gain de monde ou bien de monde que structure là puisque nous sommes structure de jeunesse qui rassemble un pile jeune, nous penser ou bien nous voulons accompagner dans la prochaine élection, ça aussi toutefois, il est à fait année. Exactement, parce que nous-mêmes à Causegenio, nous pas un parti politique, mais nous sommes une organisation socio-politique et nous-mêmes nous encourageons les jeunes à faire politique. C'est pour ça que nous gagnons un programme d'appui aux jeunes candidats et que nous mettons sous pied que tout jeune, c'est pas forcément membre Causegenio, tout jeune qui gagne idée à l'élection que nous avons accompagné à travers ce programme qui est un programme d'appui aux jeunes candidats. C'est que nous-mêmes nous avons encouragé, nous avons appuyé techniquement et que nous avons cherché un financement pour eux parce que pas gain élection sans financement, bien que je pense que nous allons arriver sur ça après parce que dans le décret électoral là, il dit que yo prévoit financer bon comme d'habitude yo financer campagne mais là yo dit que financement a fait après élection
Donc là, nous pour qu'on comprenne et décision ça pour que ça c'est après élection yo que financement bail. Donc côté monde ça va un fonds vraiment pour capable mener campagne. Donc oui, à cause des jeunes nous encourager les jeunes à faire politique et pour l'instant nous avons un programme qui accompagne les jeunes candidats. Alors nous allons refermer cette entrevue, mais rapidement, est-ce que vous voyez de la volonté de la part du gouvernement notamment de rétablir la sécurité afin justement d'aller vers ces élections que nous prenons? Bon, parler de volonté, nous pouvons dire, bon, il n'y a pas de volonté parce qu'il y a la police nationale d'Haïti dans un premier temps qui essayait de faire quelque chose. Mais pour qu'on y a là, nous voyons que c'est silence total. Donc, on ne sait pas vraiment que fait la police nationale d'Haïti, sinon des shows médiatiques. Et bon, la police maintenant, ils ont entré dans la question de faire, et c'est ce qu'on appelle la manipulation par la communication, venir faire photo, nous sommes déjà dans la rue Delma Capma de Moncote, alors que et nous connaissons que il y a force et répression qui montent, il y a matériel, parce qu'on ne voit pas vraiment, et ça a fait vraiment pour résoudre l'insécurité. Jusqu'à présent, nous avons une route nationale qui est toujours bloquée. Jusqu'à présent, pas une opération de grande envergure que PNH a menée pour capable de déloger les foyer gang en Haïti. Donc pour l'instant, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de volonté, mais ça nous toujours dit c'est que politiciens n'ont toujours pas de volonté, mais ce peuple-là, pour qui forcer yo prendre responsabilité parce que dans l'article 19 de la Constitution, il dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir la sécurité. C'est que il y a une disposition constitutionnelle parce que nous c'est l'État, n'importe monde qui est là, c'est eux-mêmes qui représentent l'État. Donc, si c'est eux-mêmes qui représentent l'État, donc il y a une obligation pour mettre un climat de sécurité et puis pour l'élection, retourner dans le pays. Parce que nous bouquets avec ça, c'est que nous, dans le pays, côté que pas une institution qui campe, nous, dans le pays, côté que ça fait déjà 10 ans que toute institution démocratique, nous, tout campé, là, nous avons un pouvoir, aucun contrôle, qui a nommé, qui a révoqué, nous, par contre, ça a fait dans l'État, pas de contrôle, pas de rien. Donc, c'est seulement élection qui a une sorte de sérénité, c'est seulement élection qui a mettre institution et sous pied encore et puis pour gagner une stabilité dans le pays. Maître François Jean, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, Rose. Merci beaucoup. Voilà donc les précisions de Maître François Jean de Causez Géniaux. Il était l'invité de Maître Nion ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Maître Camille Leblanc critique les nombreuses dispositions qu'il juge irritantes dans le décret électoral. Il déplore notamment la lourdeur des démarches administratives imposées aux futurs candidats. Le responsable politique évoque également les difficultés liées à l'obtention de documents officiels dans certaines régions dépourvues d'infrastructures. Selon le représentant du groupement Victoire, ces barrières bureaucratiques nuisent à la libre expression citoyenne. Il appelle donc à des corrections. Il estime par ailleurs que le succès du processus électoral dépend d'une collaboration étroite entre le gouvernement, les partis politiques et le Conseil électoral. On écoute ses propos. Moi-même, j'ai une possibilité de faire correction dans des créations, j'ai une possibilité de participer à quelques réunions. Et nous avons soulevé une série de points qui, d'après nous-mêmes, méritent correction. Parce que c'est des points qui, en fait, sont très irritants. Par exemple, la Constitution, l'IBAI, tout autre cas, comme capable éligible. Bon, là, il a ajouté encore des choses, ajouter des choses. Ce qui fait un peu le monde dit qu'on paquet de dispositions qui ont été Constitution. De même que le conseil de faut un papier LONA, faut un papier BRH, faut un papier FDI, faut un série de papiers donc qui viennent alourdir la situation. D'autant plus que le décret n'a pas dit à quel niveau de candidature qu'on bouge. Ça veut dire soit Kazek, l'élection là, c'est que on a besoin de documents ça. Or, on a regardé pour la capacité LONA pour distribuer 10 000 ou 20 000 attestations, 20 000 certificats. Donc, c'est des complications qui viennent mettre pour mon candidat qui est irritant là-dedans. Donc,
mais nous t'exprimer, malheureusement, les nouvelles corrections faites, nous voyons que il y a un bail qui prend en compte, mais il y a plusieurs irrités et que nous estimons toujours irritants. Donc, nous croyons qu'il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs groupements qui exprimaient, qui t'a souhaité que un allègement qui fait que tu as repassé main dans des créas pour ta rendre moins irritant. Donc, nous-mêmes, nous appuyons ça tout parce que nous pensons que il y a des bagailles qui pourraient alourdir possibilité pour mon candidat et compliquer, alors que son expression citoyenne, chaque monde qui t'a voulu candidat, bien entendu, la Constitution a fixé les règles. Moi-même, j'ai une possibilité de faire correction dans des créas, j'ai une possibilité de participer à quelques réunions et nous avons soulevé aussi le point qui, d'après nous-mêmes, mérité correction parce que c'est des points qui, en fait, très irritants. Par exemple, la Constitution, il baille tout autre cas comme une capacité éligible. Bon, là, il a ajouté encore des choses, ajouter des choses, ce qui fait un peu le monde dit qu'on paquet de dispositions qui ont été Constitution. De même que le conseil de, il faut un papier LONA, faut un papier BRH, faut un papier FDI, faut un série de papiers donc qui viennent alourdir la situation. D'autant plus que le décret n'a pas dit à quel niveau de candidature qu'on bouge. Ça veut dire soit CASEC, l'élection là, c'est que on a besoin de documents ça. Or, on a regardé pour la capacité LONA pour distribuer 10 000 ou 20 000 attestations, 20 000 certificats. Donc, c'est des complications qui viennent mettre pour mon candidat qui est irritant là-dedans. Donc, mais nous t'exprimer, malheureusement, les nouvelles corrections faites, nous voyons que il y a un bail qui prend en compte, mais il y a plusieurs irrités et que nous estimons toujours irritants. Donc, nous croyons qu'il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs groupements qui exprimaient, qui t'a souhaité que un allègement qui fait que tu as repassé main dans des créas pour ta rendre moins irritant. Donc, nous-mêmes, nous appuyons ça tout parce que nous pensons que il y a des bagailles qui pourraient alourdir la possibilité pour mon candidat et compliquer, alors que son expression citoyenne, chaque monde qui t'a voulu candidat, bien entendu, la Constitution a fixé les règles, fixé 4 jours, qui t'a été dans 5 mesures constitutionnelles intervenir. Donc, pour nous croyons que c'est indispensable d'avoir une correction. Toujours concernant ce processus, le Conseil électoral et le ministère des Affaires étrangères et des Cultes ont tenu une séance de travail afin de finaliser les préparatifs visant à permettre aux Haïtiens de la diaspora de voter lors des prochaines élections, dont le premier tour est fixé au 13 décembre 2026. À travers ce projet pilote, seuls 3 pays où vivent des Haïtiens pourraient être sélectionnés pour permettre l'exercice de ce droit de vote, souligne Raïna Forbin sans donner plus de précisions. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes annonce la poursuite des discussions avec les délégations religieuses issues de tous les départements du pays afin de les sensibiliser à prendre part au processus électoral. On écoute ces précisions. Par rapport à vote de diaspora, nous identifions qu'il y a plusieurs pays que nous sommes capables de faire projet pilote ça. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire dans tout pays parce que il y a une mobilisation qui est très importante et nous avons besoin en pile ressources ici là pour nous capables de réaliser l'élection ici là. Donc CEP va entamer une mission d'exploration à partir de la semaine prochaine côté qui va visiter plusieurs pays. Il a visité Canada, États-Unis, la France, Chili, Brésil, Bahamas tout pour identifier qui est évident et qui est capable vraiment réaliser l'élection. Nous par contre si nous sommes capables de faire sur tous 6 pays ça que me cité, mais vu que c'est des côtés qui ont des grosses communautés haïtiennes, nous pensons qu'il faut que nous te faire et visite ça. Nous pensons que nous devons arrêter probablement à 3 pays parce que c'est ça que jeudi en tant que projet pilote nous sommes capables de gérer. D'ici au 15 septembre, nous avons statué sur ça. Nous avons statué sur tout parce qu'il y a un travail actuellement sur un texte qui va
vraiment définir qui gens que vote n'a pas le fait. Il y a plusieurs options. Comme annoncé en titre, la violence armée a continué d'aggraver la crise humanitaire en Haïti au mois de juillet, notamment dans l'Ouest et l'Artibonite. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, publié le 13 août 2026, le pays compte près de 1,47 million de déplacés internes, tandis que l'insécurité complique l'accès humanitaire dans plusieurs zones. Les besoins restent importants en matière d'abri, d'eau, d'assainissement, de santé et de protection. Depuis janvier, 28 093 migrants ont par ailleurs été expulsés de force vers Haïti, toujours selon le rapport. Autre dossier, la réduction de la masse salariale de 57 missions diplomatiques et postes consulaires a permis au ministère des Affaires étrangères et des Cultes d'économiser plus de 100 millions de gourdes, selon la chancelière Raïna Forbin. Lors d'une conférence consacrée au bilan de ses 5 mois à la tête de l'institution, ce jeudi, elle a présenté un ensemble de réformes numériques, dont la mise en place de 4 plateformes visant à renforcer la transparence et le contrôle intégral des missions diplomatiques. En ce qui concerne la décision des autorités américaines de suspendre le TPS pour les compatriotes, la chancellerie affirme continuer à multiplier les plaidoyers. Elle a également précisé que des dispositions ont été prises pour accueillir les personnes qui seront déportées. Suivez ce compte-rendu de Garbijan. Après 5 mois à la tête du ministère des Affaires étrangères, Raïna Forbin dresse son bilan. Elle prône une diplomatie proche de la diaspora et annonce le lancement de 4 plateformes numériques pour renforcer la présence de l'État à l'étranger. Cette numérisation permet de moderniser l'institution tout en garantissant un contrôle total des missions diplomatiques. Aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent de nous gagner information rapidement. Il y a des décisions que pour nous prendre dans le temps. Il faut que nous prenions le temps ou bien des directeurs, relayer chaque directeur, demander chaque directeur information. Nous avons 57 missions, c'est 57 appels, 57 emails. Nous n'avons pas même besoin de dire rien. Juste voyez sondage là, m'a visé tout le monde par email. Mais nous avons un sondage qui est en cours, nous avons 24 heures pour nous répondre. Ils répondent, ça prend 30 secondes et pour même dans moins d'une journée, moi j'ai toute information besoin. Ils permettent de prendre des décisions rapidement, ils permettent de changer stratégie rapidement et nous sommes capables à ce moment-là ajuster le travail que nous avons fait. La chancellerie haïtienne est également à pied d'œuvre pour réduire les dépenses liées aux missions diplomatiques. Au total, 100 millions de gourdes ont été économisées selon la ministre à la suite d'une révision de certains budgets de fonctionnement. Nous sommes obligés de prendre des mesures pour que nous redimensionnions la diplomatie. Parce qu'effectivement, il y a trop de monde dans certaines missions. Nous avons de l'autre cas qui est obligé, nous avons plus de monde dans certaines villes, côté que nous avons des grosses communautés haïtiennes. Nous sommes obligés d'évaluer les différemment. Mais l'objectif là, c'était pour nous assurer que la mission yo des gens qui étaient nécessaires et qui étaient bail service que nous avons besoin au moment opportun. Sur le dossier de la suspension du TPS pour les Haïtiens menacés de déportation massive aux États-Unis, la ministre assure qu'un suivi quotidien de leur situation est effectué. Le dialogue entre les deux pays se poursuit, mais elle avoue que les marges de manœuvre sont inexistantes face à la décision d'un pays souverain. Seule solution, faire front commun avec plusieurs institutions publiques pour accompagner les personnes déportées. Le ministère a fait rencontre non seulement avec les institutions locales, comme l'ONM, comme l'autre ministère sectoriel, ministère des femmes et ministère des Affaires sociales. Nous tous, nous en synergie, nous travaillons pour que nous soyons capables d'établir un plan pour que nous puissions recevoir les compatriotes. Nous avons fait un gros plaidoyer tout avec les États-Unis pour que nous soyons capables d'avoir une meilleure compréhension de qui gens, qui leur, comment, et en tout respect et dignité, famille, nos amis, nous qui sont à l'étranger, à retourner dans le pays, les pour y retourner. Malgré la crise, la diplomatie haïtienne reste active. Entre le renforcement des liens en Amérique latine pour former les forces armées d'Haïti, l'augmentation du nombre de bourses d'études offertes par le Royaume du Maroc et la réouverture du dialogue avec la République dominicaine en vue d'une reprise des vols commerciaux à partir du Cap haïtien, en 5 mois, la ministre Raïna Forbin présente un bilan qu'elle juge solide.
Pour refermer la page nationale, un couple sur 5 fait face à des problèmes de fertilité, selon le directeur de l'Institut haïtien de fertilité, Joseph-Harry Bouvin. L'Institut haïtien de fertilité est à la fois un centre de santé et un établissement de formation avancée. Il travaille en partenariat avec le ministère de la Santé publique, qui participe notamment à la sélection des professionnels de santé. Mais qu'est-ce exactement l'Institut haïtien de fertilité ? Réponse dans ce reportage, Sidi Rodolphe, Pierre-Louis. Un couple sur 5 en Haïti fait face à des problèmes de fertilité selon le docteur Joseph-Harry Bouvin, une situation qui l'a poussé à mettre sur pied l'Institut haïtien de fertilité, une institution tout à la fois de santé et de formation. Premièrement, vocation, c'est de fournir des services de fertilisation in vitro directement à la population, mais des services d'un niveau élevé, côté que taux de succès garanti a aussi élevé que partout ailleurs. Deuxièmement, ça c'est le volet le plus ambitieux, c'est de former des cadres, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes pour la prise en charge de l'infertilité de base dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, rien que pour cela, pour commencer. Un vaste espace doté de plusieurs salles adaptées à chaque service, un laboratoire équipé de matériel sophistiqué, un personnel accueillant et qualifié. L'Institut haïtien de fertilité travaille en partenariat avec le ministère de la Santé publique, notamment dans le cadre de la formation avancée. Nous définissons des critères de sélection. Nous développons un curriculum de formation avec méthodologie d'apprentissage. Jour, 1 jour, 2 jours, 3, qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Et nous définissons tout profil de monde qui peut bénéficier de formation. Ça. Maintenant, le choix en fonction des critères que nous définissons, en fonction de curriculum, en fonction de toute méthodologie d'apprentissage qui vous faites, le ministère là, au parle gagne le plein pouvoir pour le décider avec ces différentes directions. Parce que forme de bien document, ça, c'est un document qui est étudié, le document du projet public-privé. C'est un document qui est très élaboré et étudié par les différentes directions du ministère. Donc, ça sera au ministère de définir et d'identifier les cadres qui vont participer à cette formation. Une femme de moins de 35 ans ayant des rapports sexuels réguliers avec son mari et qui ne peut pas avoir d'enfant suite à un processus établi par l'Institut. Une autre de 38 ans entre dans une procédure comprenant notamment éducation et investigation. Investigation commencée. Donc, coupe ça qui pas gagné Timoun, les vins jeunes nous, pour un qui fait, nous développer, nous prenons 100 nous ici, pour nous développer un système d'accueil, d'information et d'éducation pour les couples. Ça, c'est un bail qui est important. Ce qui veut dire que, si vous comprenez que le problème de fertilité, on n'est pas étoile jeune au docteur, ce qui veut dire que là, il faut que éduquer, il faut que doux, il faut expliquer qui problème là. Et à ce moment-là, il faut comprendre, identifier, et puis le couple est là, l'homme et la femme présents, on vous dirige vers le médecin, qui va faire des investigations de base. Investigation de base, là, passer par un simple examen clinique, et cet examen clinique-là qui a conduit à des investigations encore beaucoup plus approfondies. Approfondies, ça veut dire qui ça? Hystéoscopie que nous avons là, laparoscopie que nous avons là, et radiographie que nous avons là, et examen de laboratoire pointu et très pointu que nous avons là. Et ça veut dire qui ça? Tout ça qu'on coupe ta mérité besoin comme investigation complète pour permettre au petit monde nous faire là avec couple. Si certains peuvent remettre en question le taux de succès de l'Institut haïtien de fertilité, le docteur Bouvin se montre ferme dans ses propos. Le service qu'offre l'institution dépasse largement les attentes locales et pourquoi pas régionales, assure-t-il. Ça varie en fonction de plusieurs critères. De qui ça moun nan, de l'âge moun nan, de poids moun nan, de qui traitement que le fait avant, de qui historique chirurgical, comment était opéré. Ça dépend de plusieurs critères. Mais on dit que c'est des gens qui n'ont aucun problème du tout. Et on dit que c'est des gens qui n'ont aucun problème visible, spectaculaire, et qui t'a fait, par exemple, un traitement simple. Je vais choisir l'exemple qui est plus simple, là, qui t'a fait une insémination intra-utérine. Taux de succès, nous, ici, la comparable à taux de succès n'importe qui gros centre international. Pas bien là-bas, puis bon, ici, puis bon. Surtout que je me conscient, moi-même particulièrement en tant qu'expert, je me conscient nos bagages. Actuellement, les traitements à l'étranger, pour nous autres haïtiens, je dis ça pour la population haïtienne, sont bagages qui finissent, par contre, pour combien de temps. Même là, en Santo Domingo, nous ne pouvons pas aller.
Ce qui veut dire que là, il faut nous battre ce qui a le meilleur, avec les meilleurs qui existent en Haïti dans le domaine. Il faut que nous battre des traitements, comme pour nous ne pas frustrer, pour ne pas regretter que nous ne pas partir. Au moins ça, il faut nous comprendre. De nombreux couples haïtiens décident de rester cloîtrés dans le silence face à un problème de fertilité, soit pour éviter le qu'en dira-t-on, soit parce qu'il est difficile de trouver un centre approprié et adapté pour résoudre efficacement leurs problèmes. L'Institut haïtien de fertilité se veut non seulement un centre de santé et de formation avancée, mais aussi une institution de choix en matière de fertilité. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce jeudi. Alors que le CEP annonce l'ouverture de plusieurs centres d'enregistrement des électeurs à travers le pays, les inscriptions peinent à accélérer. Des organisations de jeunes appellent le Conseil électoral provisoire à mieux informer les jeunes afin de favoriser leur participation au processus électoral. Le Conseil électoral et le ministère des Affaires étrangères et des cultes poursuivent les préparatifs en vue de permettre aux Haïtiens de la diaspora de participer aux prochaines élections. Un projet pilote pourrait concerner 3 pays, tandis que les autorités poursuivent leurs consultations avec les délégations religieuses à travers le pays. Et puis la violence armée continue d'aggraver la situation humanitaire en Haïti au mois de juillet, particulièrement dans l'Ouest et l'Artibonite. Selon un rapport de l'OIM publié ce 13 août, près de 1,47 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays alors que l'accès humanitaire reste difficile dans plusieurs zones. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. C'était la toute dernière édition de Metro News pour cette semaine, puisque demain, 14 août, nous commémorons la cérémonie du Bois Caïman. On se retrouve lundi prochain, toujours sur Métropole. Restez branchés. Bonne commémoration à toutes et à tous. Bonsoir.